Voilà. Voilà. Je pense que ça est. Je pense que ça est, ça en train d'enregistrer. Voilà. Alors, je recommence. Anne Simon. Donc, Anne Simon est une des représentantes de la zoopoétique et l'une des spécialistes les plus éminentes dans les domaines de la zoopoétique, des humanités environnementales et de l'écopoétique. Et donc, elle n'a pas vraiment besoin de présentation, vu que ses travaux sont largement connus et reconnus au niveau international. Mais je vais quand même faire un petit résumé de son parcours. Alors, Anne Simon est spécialiste de Proust et de littérature française et francophone des 20e et 21e siècles. Elle est professeure à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'école normale supérieure. Directrice de recherche au CNRS, elle est aussi responsable du pôle Proust, du cycle Proust, la pensée, l'émotion, l'écriture et du programme Animaux carnet de zoopoétique, qui est centré sur l'animalité en littérature, philosophie, éthique et éthologie. Elle est depuis octobre 2021 membre statutaire du Centre République des Savoirs à l'École normale supérieure. Attentive aux relations entre histoire, savoir et création littéraire, sa recherche se situe au croisement de deux axes principaux, à savoir l'expression du vivant en littérature d'une part, et les relations entre la pensée, le sensible et la création littéraire d'autre part. À la confluence de ces deux axes, elle s'attache à l'étude de l'animalité en littérature dans une perspective zoopoétique qu'elle théorise justement comme une nouvelle approche des textes littéraires et comme une nouvelle éthique de la littérature. Ses principales références sont des auteurs comme Derrida, Merleau-Ponty, Deleuze, Elisabeth de Fontenay, Jean-Christophe Bailly et aussi l'Ancien Testament. Elle a mis en chantier une recherche sur la notion d'arche, croisant philosophie, histoire et littérature. D'ailleurs, dans son dernier livre intitulé Une bête entre les lignes, essai de zoopoétique, publié en 2021, Anne Simon explore précisément ce qu'elle appelle, et je cite, les livres arches qui déploient les mondes fascinants auxquels nous ouvrent les animaux. Aujourd'hui, elle va nous parler justement de cette notion d'arche dans une communication intitulée Retour à l'arche, zoopoétique et pluralité animale. Et nous avons tous hâte de vous entendre, Anne. On vous entend pas? Voilà, vous m'entendez maintenant, je pense. Merci chaleureusement, Marcia, et aussi de me dire si jamais il y a un petit problème technique, hein, n'hésitez pas. Ça va? Oui, ça va, pour l'instant, ça va. D'accord. Alors d'abord, je suis très émue parce que je voudrais remercier les 4 organisateurs et organisatrices de ce colloque, et notamment Marcia Neves. Effectivement, on était en contact depuis quelques temps pour des projets sur cette question de la zoopoétique et de l'animalité. Et je dois avouer que j'ai été très déçue que mon vol soit annulé et qu'on ne puisse pas se rencontrer en vrai. Et, voilà. Donc, merci beaucoup, Marcia, et à tous pour cette organisation difficile. Oui, très. L'arche n'a pas sombré, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu un état de mon parcours aujourd'hui et de ce que j'entends ou des questions que je me pose à propos de ce que j'appelle l'arche, à partir bien sûr de l'arche de Noé, mais aussi, vous le verrez, d'arches plus anciennes dont vous avez un exemple là sur la page du PowerPoint. Hein. Ce que vous voyez, c'est la tablette du déluge dont je vais vous parler tout à l'heure. Attendez, excusez-moi, il y a quelque chose qui se met sur mon écran. Je vous demande 30 secondes. C'est pas grave, je vais m'en sortir. Voilà, je vous reparlerai un petit peu. Ah bah voilà, c'est mieux. Je vous reparlerai de cette tablette tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vais revenir à Proust, hein, parce qu'il faut toujours revenir à Proust, parce qu'on me pose souvent une question qui est celle-ci. On me demande comment je suis passée de Proust à la zoopoétique,
Passé, c'est le mot qui est employé avec une nuance de suspicion. Passé donc de l'étude d'un grand écrivain qui est en train de devenir une sorte d'idole à l'étude des bestioles. Ou plus exactement, on me demande comment je suis passée de Proust donc à l'étude des multiples et merveilleuses façons qu'ont les bêtes de traverser nos livres et nos corps pensants de lecteurs et de lectrices. Passer de Proust à la zoopoétique, j'aime assez bien ce verbe finalement, suspicieux, je vous le disais tout à l'heure. On passe à l'ennemi, on devient renégat, c'était un mot qu'affectionnait Deleuze avec celui de traître, etc. Renégat de Proust, donc, l'écrivain national français, eh bien oui, je l'assume, si c'est une cathédrale patrimoniale dans laquelle on doit le pétrifier ou le sanctuariser. Mais passer, vous le pensez bien, c'est aussi traverser furtivement, c'est aller et revenir dans le temps pour avancer encore, c'est aller et revenir dans un immense dénuement et un doute qui touche au plus profond. J'en viens à ma première citation de Proust à propos de ce doute. Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, et tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. C'est intéressant, hein? Tout, ne, rien, tout ensemble, obscurité, dépassement. Vous voyez que peut-être travailler sur l'arche à partir d'un ancrage proustien, si je puis dire, c'est être dans une sorte d'obscurité sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Donc, peut-être que ce qui m'attache depuis plus de 30 ans à l'étude de Proust, c'est justement être une chercheuse dépassée, une chercheuse qui doute, qui confond recherche de soi, recherche de ce que j'appelle l'animation et recherche sur l'art du langage et des écritures. La chair, la chambre, l'arche, cette belle triade en français a pris forme progressivement en moi et pourtant, elle était là. Elle m'attendait, je dirais, dès la préface du tout premier livre de Proust, le premier livre qu'il a publié, ce recueil un peu daté et en même temps formidable, qui s'appelle « Les plaisirs et les jours ». On est en 1896, il a alors une vingtaine d'années et voilà ce qu'il écrit, vous l'avez sur le PowerPoint. Quand j'étais enfant, le sort d'aucun personnage de l'histoire sainte ne me semblait aussi misérable que celui de Noé, à cause du déluge qui le tint enfermé dans l'arche pendant 40 jours. Plus tard, je fus souvent malade et pendant de longs jours, je dus aussi rester dans l'arche. Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l'arche, malgré qu'elle fût close et qu'il fit nuit sur la terre. Nuit sur la terre, on a l'impression d'être en 2022. Proust n'a jamais cessé de s'envisager comme un veilleur de la nuit, comme un hibou, dit-il cette fois à la fin de la recherche, un hibou qui ne voit un peu clair que dans les ténèbres. Dès le début de la recherche, dès la troisième phrase, le jeu apparemment stable du début, ce jeu hyper connu, longtemps je me suis couché de bonne heure, eh bien ce jeu se transforme en livre, il se transforme dans ce que raconte le livre. Donc, vous voyez que l'arche, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà une histoire de récit. En quoi se transforme-t-il, ce narrateur? En église, et vous savez que c'est une figure de la 4e dimension chez Proust, avec la crypte mérovingienne, la tapisserie d'Assuérus et d'Esther qui renvoie au monde hébraïque de l'autre côté, la crypte, j'en ai parlé, qui renvoie au christianisme de l'autre, à toute une profondeur. Il y a tout un jeu sur le temps, évidemment, avec la flèche qui part vers le haut et la crypte qui descend en bas. Il se transforme aussi en quatuor, le quatuor qui est un art du temps, hein. Et puis il se transforme en un événement historique, et ça c'est très intéressant, il se transforme en événement qui est la rivalité entre François Ier et Charles Quint. Alors déjà la rivalité, hein, on n'est pas très loin des eaux dont je reparlerai tout à l'heure, qui emmènent un bébé dans une corbeille, j'y reviendrai. La rivalité, c'est ce qui a deux rives et ça nous situe déjà à l'intérieur du temps, d'un temps héraclitéen qui ne revient pas en arrière.
Et Proust, lui, au contraire, va réussir à procéder à une réversion du temps, mais c'est autre chose. Un peu plus loin, il se transforme, quelques pages après, il se transforme en un Adam androgyne qui fait jouissivement sortir une Ève d'une fausse position de sa cuisse. Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps qui sentait dans le sien ma propre chaleur voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Mon corps dans le sien, ma propre chaleur, s'y rejoindre. Il y a un art du pronom personnel et du pronom du possessif chez Proust qui est extraordinaire puisqu'il parvient à imbriquer le il ou le elle et le je. Quelques lignes plus loin, le tourbillon s'intensifie, mais il suffisait que dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit. Alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormie, et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénuée que l'homme des cavernes. Dénuement, une fois encore, et vous comprenez qu'il y a eu pour moi passage naturel, immédiat et surimpression entre d'une part le vortex des métamorphoses nocturnes de Proust et d'autre part les animaux qui peuplent son œuvre et plus généralement nos bibliothèques et nos imaginaires depuis l'invention même de l'écriture. Quoi de plus fragile en effet, quoi de plus vulnérable que la chair d'un dormeur, d'un malade, d'un insomniaque, qui pourtant portent en eux un cosmos complet, un cosmos et avec lui ce que Jean-Christophe Bailly appelle la vaste fugue des vivants, les passages bruissants des animaux, dont Proust, je tiens à le souligner, ne cherche absolument pas à pénétrer les intentions. Et c'est très intéressant en zoopoétique de travailler sur un auteur qui ne cherche pas à se mettre à la place des animaux, à essayer de les atteindre, etc. C'est paradoxalement très original. Il est très souvent en focalisation externe quand il parle des animaux. Et je dirais, il y a plusieurs raisons, qui est que tout simplement, il ne se sent pas en empathie avec eux et qu'il cherche à leur laisser en quelque sorte leur altérité. Il y a autre chose, bien sûr, c'est qu'il a beaucoup à faire dans la recherche avec les hommes insectes, les hommes oiseaux, avec ces femmes aussi laides que des baleines et qui sont les seules qui ne changent pas, dit-il cruellement dans Le Temps retrouvé. Bref, il a assez à faire avec les humains animaux pour ne pas avoir à essayer de pénétrer voilà, à rentrer dans la tête d'une chauve-souris comme a essayé de le faire Thomas Nagel en 1900, au début des années 80. Alors la chambre, plus précisément le nid où le narrateur de la recherche fait son nid, avec ses oreillers comme un oiseau bâtisseur, ce lit où il écrit son livre, cette chambre est donc une arche. L'écrivain, le philosophe, comme Noé, est un gardien et un passeur. Et c'est là que je vogue vers mes propres obsessions. Sans quitter Proust, vous allez le voir, je ne pense pas le quitter. Vous savez que notre époque, ce n'est pas un scoop, dévitalise les animaux, leur ôte les espaces qu'ils ont contribué à former. Et mon propos sur l'arche est habité par ce constat. Du coup, comme Proust, je plonge dans le temps, je sonde le temps très long des humains qui se sont confrontés à des déluges et à la nécessité de se construire des arches de langage qui portent la vie quand la violence tente de l'éradiquer. Ce mot ancien, arche, est d'une complexité inouïe en français car il mêle des termes différents en hébreu ou en grec. J'y reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure. Il est pour moi, ce mot, une façon de contourner le langage dévitalisé de l'écologie contemporaine et je plaide pour une écologie poétique. Que fait en effet l'écologie contemporaine avec ses systèmes terres, sa biodiversité, ses ressources naturelles et ses réserves naturelles, ses objectifs de conservation, ses biobanques, son environnement que Bruno Latour, qui est mort malheureusement il y a peu, trouvait lui aussi suspect.
Donc, l'écologie contemporaine a un vocabulaire, à mon avis, qui ne permet pas toujours d'avancer, ou alors il faut vraiment complexifier tous les termes que je viens de citer. Il me semble en effet que ces termes ne permettent pas de rentrer dans l'arche telle que je l'entends. Alors, l'arche m'engage dans un rapport au temps, elle m'engage dans les sédimentations linguistiques, imaginaires et cognitives de tous les termes qui tournent autour de ce que j'appelle un OFNI, O-F-N-I, un objet flottant non identifiable. Et voilà, il y a plusieurs manières d'aboutir ou d'arriver, d'essayer de rentrer un peu dans cet OFNI qu'est l'arche. Je pense que pour y rentrer, il faut quitter le présentisme de notre époque, pour reprendre le titre d'un livre de François Herzog. Il faut quitter cette façon que nous avons d'être amnésiques, de ne pas nous ancrer et nous enraciner dans une durée très longue. Voilà. Il me semble qu'on est dans une époque qui déchire les fils diversifiés, qui la relient au passé. Et du coup, notre horizon, dépourvu de passé, est lui aussi anticipé comme invivable. Il est replié sur le présent. Et je pense que ça, c'est un des grands problèmes de ce que j'appelle la scène, S-C-E-N-E, du scène, trait d'union C-E-N-E, voilà. Donc, j'aurais bien aimé vous en parler peut-être un petit peu de cette scène, du kainos, du neuf, du récent, du présent, avec les termes anthropocène, androcène, pyrocène, etc. Je le ferai peut-être si j'ai le temps tout à l'heure, mais je me suis dit que c'était quand même plus important dans le temps qui m'est imparti, d'en venir réellement à cette question de l'arche, et on reviendra tout à l'heure si on a le temps sur cette obsession du kainos, du temps présent. Alors, avec l'arche, il est question d'un symbolique très particulier. C'est un ensemble de narrations et d'images transculturelles et flottantes. Et ce n'est pas du tout un concept qui permettrait de mener une démonstration. Les récits, au pluriel de l'Arche, résistent aux simplifications parce qu'ils plongent dans les temps les plus anciens, des temps où le déluge et la survie collective comme individuelle sont mises en jeu. Mais ce n'est pas seulement la survie qui est mise en jeu, ce sont aussi les sens qu'on donne au collectif et à la place des vivants au sein de ce collectif. Je vais essayer de le montrer tout à l'heure avec l'épopée de Gilgamesh et avec, bien sûr, l'épisode de Noé dans la Bible. Et ce qui m'intéresse aussi dans les récits de l'Arche, c'est que du coup, les significations et les valeurs de l'Arche varient selon les époques, selon les herméneutes, selon les différentes convictions, confessions, religieuses ou non, qui abordent cette question de l'Arche. Donc, vous le voyez, je vais peut-être commencer ma réflexion. Je vais peut-être demander à Manuela de couper son micro qui vient de rentrer. Merci. J'ai envie de commencer mon propos par une série de questions à laquelle on pourra peut-être réfléchir ensemble dans la discussion. En gros, la question que je pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une arche? Avant même de rentrer dans ce mot, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Je vous l'ai dit, pour moi, ce n'est pas vraiment une image, c'est un espace-temps qui a traversé les siècles. C'est une réserve de vie et de récit de survie fondée sur une catastrophe totale. Et je pense que cette question de totalité est importante. Alors, est-ce que c'est un contenu? Dans ce cas, qu'est-ce que c'est que ce contenu? Est-ce que l'arche est un contenant? Moi, j'ai plutôt tendance à l'aborder comme un mouvement. Est-ce que c'est une vitesse? Est-ce que c'est une durée? Est-ce que l'arche est une boîte à outils pour imaginer nos relations avec les autres vivants et avec nous-mêmes, qui sommes aussi des animaux? Est-ce que c'est une façon de classer et donc de trier dramatiquement? Tout le monde ne rentre pas dans l'arche. Qui prend en charge l'embarquement?
Est-ce que l'arche est un nom? Et dans ce cas, quelles sont ses auras sémiques? Quel est son halo de sens, hein? L'arche, c'est un mot en akkadien, c'est un mot en hébreu, c'est un mot en grec, en latin, en français, dans toutes les langues du monde. Et je trouve que ça peut être passionnant, étant donné qu'on est là avec des Portugais, des Canadiens, anglophones, francophones, etc., lusophones, peut-être hispanophones aussi. Ce serait intéressant de réfléchir un petit peu à ce mot dans chaque langue. L'arche, pour moi, c'est peut-être aussi un alphabet, c'est peut-être un ou plusieurs récits. Est-ce que l'arche est une allégorie? L'arche de Noé, mais dans ce cas-là, allégorie de quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse reste dans l'objet arche? Est-ce que c'est la façon dont elle a été fabriquée? Est-ce que ce sont les matériaux avec lesquels nous fabriquons notre arche? Dans la Bible, j'y reviendrai, c'est du bois de gopher. Voilà, mais je le dis pas, je dis pas tout de suite ce que ça peut signifier et à quoi ça peut renvoyer. G-O-P-H-E-R. Je rappelle aussi que dans la Bible, l'arche est revêtue d'asphalte, elle est revêtue de bitume et que ce bitume est puant, il pue la souffrance et le soufre. Quelles sont les mesures de l'arche? Je peux vous assurer que si vous allez sur Internet, c'est une question qui hante de nombreuses personnes, que ce soit de très grands chercheurs comme Irving Firkel ou que ce soit des gens complètement délirants et délicieusement allumés qui essayent de reconstruire l'arche et d'en proposer des modélisations. Avec qui et pour qui a-t-elle été fabriquée? Je l'ai mentionné tout à l'heure. En combien de temps, et cette question du temps, elle est importante, en combien de temps faut-il fabriquer une arche quand l'urgence est là? Noé met 120 ans pour construire son arche. Gilgamesh, dans mon souvenir, met 7 jours pour la construire. 120 ans pour Noé, c'est bien plus long qu'une semaine. Ces 120 ans sont destinés à ce que la génération du déluge, cette génération qui intervient 10 générations après celle d'Adam et Ève, eh bien, il faut qu'elle ait le temps de se repentir de ses méfaits. Que recèle-t-elle, cette arche? Elle recèle des humains, elle recèle des animaux, lesquels? Est-ce qu'elle recèle des végétaux? Ce que j'ai découvert et qui me fascine, qui va être mon grand chantier dans les années à venir, c'est que cette arche, elle recèle un livre dans la Bible hébraïque, dans le Talmud. Elle recèle aussi des secrets ésotériques, des incantations, des formules magiques dans l'épopée de Gilgamesh mésopotamienne. Et donc pour moi, c'est très important que cette arche recèle des paroles et des écritures. Qui a-t-elle laissé cette arche au port et à la mer et pourquoi ou comment? C'est très important. Est-ce tout simplement une forme qui flotte? Elle est un bateau en forme de cube dans l'épopée de Gilgamesh. C'est dans la Bible en hébreu une caisse ingouvernable qui emporte les rescapés qui ne dormiront pas pendant environ 1 an et 10 jours. N'oubliez pas que le déluge dure 40 jours. Hein, en soi, mais que le tout, entre le moment où Noé, sa famille et les animaux embarquent et le moment où ils débarquent, ça dure environ 1 an et 10 jours. Et donc, comment est-ce qu'on vit pendant cette période qui n'est pas la semaine de l'arche mésopotamienne d'Utanapishti dans l'épopée de Gilgamesh? On verra que je le dis peut-être pas tout de suite qu'il y a une autre occurrence de l'arche dans la Bible, mais j'y reviendrai. Bref, on a affaire à une caisse calfatée, une caisse asphaltée qui n'est pas un beau navire, mais parfois une caisse, un coffre, c'est tout ce qui reste quand on n'a plus rien, plus aucun espace finalement. Est-ce que l'arche est-ce que dans Rapport pour une académie, la caisse où se trouve Rode Peter le Rouge, est une arche? C'est pas sûr, j'espère que non.
Est-ce que c'est dans Les Disparus de Daniel Mendelssohn? Je ne sais pas si vous avez lu ce livre sur Daniel Mendelssohn qui part à la recherche de des membres de sa famille qui ont été exterminés dans la Shoah par balle. Dans Les Disparus, on a une alternance entre la quête de Daniel Mendelssohn et des passages de la Bible, d'accord? Et on a un chapitre qui porte évidemment sur Tevat Noach, sur l'arche de Noé. Et Daniel Mendelssohn nous dit, eh bien, peut-être que les doubles fonds dans lesquels certains juifs étaient cachés entre deux murs, ou les endroits où ils étaient cachés, je ne sais pas, dans des espèces d'abris sous des granges, étaient des sortes d'arches de survie. Peut-être dit-il que les fours crématoires étaient des arches de mort. Il y aurait beaucoup à dire sur tous ces récits de désastres qui reprennent la question du déluge et de l'arche. Je pense évidemment au déluge de Leib Rochman, qui est aussi celui qui a écrit à pas aveugle de par le monde, et un journal dans lequel ces caches des Juifs pendant la guerre sont considérés comme des arches épouvantables dans un déluge encore plus épouvantable. Donc, vous voyez, cette question, elle peut très bien concerner l'éradication des vivants sur Terre au moment de ce qu'on appelle de façon totalement erronée la 6e extinction des espèces. C'est la 6e éradication des espèces à laquelle on est en train d'assister. Ce ne sont pas les espèces qui s'éteignent d'elles-mêmes comme des petites bougies, hein. Je pense à cette phrase de Chris Macker et Ruth Polly dans « Et que vivent les baleines », un film magnifique où Chris Macker dit à un moment que les baleines sont en train de s'éteindre comme des grosses lampes. Okay. Et on sait très bien que les lampes ont été faites avec l'huile des baleines et que donc cette extinction, elle est faite à partir du corps même des baleines. Alors, on va revenir un petit peu au début. J'ai tenu à vous poser toutes ces questions pour vous montrer la complexité de l'arche, qui est aussi un classement d'histoire naturelle, j'y reviendrai. J'ai envie de revenir au début et au récit magnifique d'Utanapishti, qui est le Noé hébraïque dans l'épopée de Gilgamesh. On va revenir à la version standard, qui est la version du 7e siècle avant l'ère commune, d'accord? Il faut que je vous le dis très rapidement, mais le déluge assyrien, sumérien, etc., il date d'il y a très très longtemps. On le trouve déjà bien documenté au 2e millénaire avant notre ère. C'est donc un récit qui hante l'humanité à l'aube de l'invention de l'écriture, à l'aube de l'invention des tablettes d'argile en cunéiforme, puis à l'aube de l'invention des aleph-bêtes, hein, de ces signes imagés qui nous donneront les alphabets. Donc, vous comprenez que j'ai une sorte de fascination pour un des plus anciens récits du monde, un récit qu'on va trouver sur tous les continents, dans toutes les aires culturelles. Il semblerait, et je pense que c'est peut-être lié aussi au trauma de la naissance, des eaux amniotiques, etc. On va trouver un récit de déluge dans toutes les cultures. Alors, on va revenir sur, je vous le disais, la version standard, qui est une version qui compile et qui enchaîne 5 récits bien plus anciens d'une épopée qui est donc celle de Gilgamesh. Le récit du déluge s'ouvre sur une rangée de roseaux bruissants et résonnants, une palissade de roseaux, qui est un seuil. C'est une palissade, il faut vous imaginer une maison, une petite hutte en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak actuel, d'accord. Et puis, on a une maison et autour de cette maison, on avait une haie de roseaux qui va laisser la parole passer des deux côtés du monde. Vous allez voir qu'en effet, on va avoir un dieu qui va parler à quelqu'un qui s'appelle Utanapishti. Ce dieu s'appelle Ea en akkadien, c'est Enki en sumérien, peu importe. Et ce dieu ne peut pas aller contre les autres dieux qui ont décidé
d'éradiquer l'espèce humaine. Alors, la cause de l'éradication des humains qui ont été pourtant créés à partir de l'argile pour aider les dieux, pour travailler à leur service, faire en gros le boulot qu'ils n'ont pas envie de faire, donc c'est des sortes d'esclaves, c'est que les dieux, ça c'est dans un récit qui est plus ancien que la version standard, les dieux ont créé des humains qui font trop de bruit. Ces humains se sont propagés, se sont multipliés. Il y a une sorte d'endémie humaine qui nous rappelle peut-être notre endémie planétaire, et ils font trop de bruit. Le bruit, vous voyez, c'est encore un souffle, c'est encore une parole, voilà, c'est un charabia qui ne fonctionne pas, c'est une sorte de hurlement, et je pense que c'est intéressant de se dire que ce bruit, cette espèce de parole indistincte, c'est peut-être aussi c'est quelque chose qui peut être transposé aujourd'hui avec toutes les fake news, oh, je vois un chat passer, c'est extraordinaire. Je viens de voir un chat passer devant mon écran. Voilà, très bien, pardon. Alors, j'étais en train de vous dire que le dieu Ea se fait parlant et qu'il décide de prévenir Utanapishti du déluge qui a été décidé par Anu, par Enlil, par les autres dieux. Alors, avant je vais d'abord j'essaye de réfléchir. Je vais vous montrer la citation. Voilà. Je vais vous la lire en français et puis on va l'écouter ensuite en acadien. Palissade, ô palissade, paroi, paroi, écoute, palissade. Rappelle-toi ceci, paroi. Ô roi de Shrupak, fils de Ubartutu, démolis ta maison pour te faire un bateau. Renonce à tes richesses pour te sauver la vie. Détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf. Mais embarque avec toi des spécimens de tous les animaux. C'est l'épopée de Gilgamesh traduite de l'acadien par Jean Bottero. Je suis devant le nom de Jean Bottero. Et on est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, je vais vous emmener à cette période. Voilà. Et puis, vous allez l'entendre. Écoutez bien. Utamima, Amasunu Ishana Ana Kikishu. Kikis Igar, Kikishu Shemema, Igaru Hrisas, Shurupaku, Ma Ubaututu, Ukubita, Bini Elepa, Mushi Meshrama, Shei Nafshate. Voilà. Donc, c'est un enregistrement du 7e siècle avant Jésus-Christ, vous l'avez bien compris. Bon, je rigole, c'est évidemment quelqu'un qui s'appelle Carl Ecker, qui a été de l'Université de Londres, et qui a enregistré ce passage en acadien. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Cet été, donc ça fait des années que je travaille là-dessus, j'avais enregistré sur mon ordinateur ce passage. Et puis, j'ai voulu faire cette conférence il y a peu et j'ai voulu retrouver retrouver le site sur lequel toute l'épopée avait été enregistrée en acadien par l'Université de Londres et ce site n'existe plus. Voilà, donc décidément, les arches sonores sont extrêmement fragiles. Qu'est-ce qui est beau dans ce passage ? Palissade, aux palissades, paroi, kikish, etc. en acadien. Ea, le dieu, s'adresse à des roseaux qui forment une sorte de protection utérine autour de la maison de Utanapishti. Les roseaux, qu'est-ce que c'est? C'est pas n'importe quel végétal. C'est d'abord le végétal dont on fait les flûtes. C'est sans doute un des plus vieux instruments avec les percussions. C'est un des plus vieux instruments. Cet instrument qui est un instrument dans lequel le souffle passe. C'est donc une sorte de canal, de transmetteur, de médiateur. Et cette flûte, il faut l'imaginer autour de la maison. Moi, j'imagine une flûte de Pan, vous savez, comme on a dans la cordillère des Andes, qui entoure de façon musicale et sonore ce foyer menacé qu'est la maison d'Utanapishti. La deuxième chose,
Donc, vous voyez, ce qui est pour tous les humains, pour tous les animaux, pour tous les vivants qui se meuvent, qu'est-ce que c'est qu'une maison? Qu'est-ce que c'est qu'un nid, qu'un terrier, qu'une petite grotte? C'est l'endroit où on devrait être en sécurité. Cet endroit n'est plus en sécurité, et c'est ce qui arrive à des millions, peut-être des milliards d'humains sur Terre, et sans parler des animaux en ce moment même. Ces gens ne sont pas en sécurité là où ils devraient l'être. Et donc, le Dieu s'adresse à ce roseau. Et ces roseaux, je l'ai dit, c'est une flûte dans laquelle le souffle divin peut accéder aux oreilles et à toute l'intériorité d'Utanapishti. Mais c'est aussi, le roseau, c'était ce avec quoi on faisait les kalames. Hein. Le kalame, c'est une sorte de stylet, c'est une sorte voilà, de crayon comme ça avec lequel on appuyait sur les tablettes d'argile pour pouvoir écrire en cunéiforme, pour faire des coins, des clous, hein, cunea en latin, pour faire des coins, des clous dans ce qui a été la première écriture du monde, en tout cas connue. Les idéogrammes, les hiéroglyphes viendront un petit peu plus tard. Donc, ce n'est pas n'importe quel végétal. C'est un végétal qui est d'emblée artistique, qui est d'emblée lié à tout ce que l'humain va faire de plus beau, sans doute, à savoir l'écriture et la musique. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Dieu? Il dit, déjà, il y a l'écoute, l'appel, les points d'exclamation dans la traduction de Botero. Hein, il fallait donner une transcription émotive. Et s'il y a bien quelque chose qui est émotif dans notre ponctuation, c'est le point d'exclamation. L'écoute est mobilisée, la mémoire, rappelle-toi ceci, paroi. Et là, il lance au roi de Shurupak, il lance un appel et un avertissement à Utanapishti en lui disant de renoncer à tout et de démolir sa maison. Dans la Bible, ce ne sera pas comme ça. Ce que je trouve très beau dans la version mésopotamienne, c'est qu'il faut une démolition pour une reconstruction. Et que donc le bois avec lequel est fait l'arche, vous voyez que les matériaux, ce n'est pas n'importe quoi, hein, quand j'ai posé mes questions tout à l'heure, le bois dont est fait l'arche, c'est le bois du foyer, c'est le bois de la maison. Dans certaines versions de l'arche, du récit du déluge sumérien, akkadien, assyrien, etc., cette voix d'Ea se transforme en songe. Vous savez qu'en Mésopotamie, il y avait des devins, qu'il y avait énormément tout un art de la magie qui était fondamental. On lisait sur des fois les secrets de la vie et de la mort. C'est très beau de se dire que cette parole qui est soufflée par le roseau devient un songe prémonitoire pour Utanapishti. Et je vous renvoie à Proust. Hein. On a vu que mon départ à moi, mon embarquement dans l'arche du langage, s'est fait dans la nuit par quelqu'un qui est un gardien de la nuit. Et je vous signale au passage que le Talmud de Babylone commence par une réflexion sur la nuit et sur les veilles qu'on doit faire dans la nuit. Je trouve ça très, très beau. Alors, bien sûr, cette palissade de roseaux, c'est aussi le fait que l'humain ne peut jamais voir le Dieu en face. On ne voit pas le Dieu en face. C'est Delphine Orwiller qui le dit très bien, notamment dans, je crois que c'est, je ne sais plus dans quel livre, peut-être en Tenue d'Ève. Il faut toujours une membrane, il faut toujours un voile pour pouvoir contempler ce qui n'a pas de nom, ce qui est au-dessus de soi, etc. On y croit, on n'y croit pas, ce n'est pas là le problème, mais je trouve que c'est très beau l'idée qu'on ne peut pas avoir accès à tout sans une sorte d'écran, en quelque sorte. Alors, cette arche de langage qui, à mon avis, est aussi un acte de langage. Vous savez que, voilà, en sémiotique, etc., en narratologie et en sémiologie, on a l'idée d'un acte de langage qui doit être performatif. Là, il me semble que ce qui est
on a un impératif, on a une sorte d'ordre qui est donné par le dieu à Utanapishti. Et cet avertissement, il est performatif. Il faut démolir pour se sauver la vie et pour embarquer. Alors, ce qui est très problématique et en même temps génial, moi je trouve, dans les épopées sumériennes et acadiennes, hein, je rappelle que ces textes, ils ont été écrits en sumérien, qui est une des plus anciennes civilisations à laquelle on a accès. Ensuite, on a un peuple sémite qui est arrivé à Sumer, qui parlait acadien. Jean Bottero dit qu'il y a une différence quasiment entre le français et le chinois, entre le sumérien et l'acadien. Donc, c'est des vieilles langues qui sont complètement différentes les unes des autres. Et ces deux cultures se sont mêlées l'une à l'autre pour nous donner tous ces textes qu'on étudie en ce moment. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que Utanapishti, le Noé, le Noir mésopotamien, est quelqu'un qui ment. Attendez, j'essaye de... Excusez-moi. J'essaye d'avancer dans mon PowerPoint sans y parvenir. Ah, voilà. Donc, Utanapishti est celui qui va mentir au peuple qui l'entoure. Il va ruser pour ne faire rentrer dans l'arche que sa maisonnée. Et évidemment, ça pose problème. Hein. Je vous disais, qui est-ce qui embarque, qui est-ce qui n'embarque pas? C'est une question que vont se poser tous les films de science-fiction et tous les livres de science-fiction, puisque l'arche est un des motifs majeurs de l'imaginaire contemporain que je trouve assez extraordinaire. Avec évidemment les vaisseaux spatiaux. Tous les vaisseaux spatiaux qu'on a sont des sortes d'arches plus ou moins amusants et mortifères selon les cas. Moi j'aime bien celui d'Alien, voilà, Mother, qui est une arche assez particulière. Mais revenons à Utanapishti. Voilà ce qu'il dit. Mais comment faire face à ma ville, au peuple, aux anciens? Donc, vous voyez, comment faire face à ceux qui ont de la mémoire, hein? Comment faire face à tous ceux qui sont là? Alors Ea ouvrit la bouche. Homme, tu leur diras ceci. Donc, Ea leur conseille à Utanapishti de mentir. Je crains qu'Enlil ne m'ait pris en grippe. Voilà, c'est ça que tu vas dire. Je descendrai en Lapsou, dans les eaux souterraines, demeurer auprès de Monseigneur Ea. Alors Enlil, le grand dieu, fera pleuvoir sur vous l'abondance, oiseaux à profusion et poissons par corbeille. Sur vous, il fera choir à l'aurore des petits pains et des averses de froment au crépuscule. Et puis un petit peu plus loin, Utanapishti explique à Gilgamesh ce qu'il fait. Et ça, je trouve, c'est le passage le plus horrible. Mais vraiment, on devrait en faire une série. Ça ferait un tabac, je pense. Je m'introduisis donc dans le bateau et j'en obturai l'écoutille. Celui qui la ferma, et cet homme, vous vous rendez compte, il a un nom. Pouzour Amaru, celui qui la ferma, un nocher, je lui fis présent de mon palais avec ses richesses. Alors, je trouve ça terrible. Utanapishti sait très bien ce qui va arriver. Il ne prévient pas les autres. Noah, ce sera complètement différent. Avec Noah, il va prévenir la génération du déluge. Pendant 120 ans, il leur laisse la possibilité, je dirais, de rentrer dans l'arche. D'accord ? Alors, on y croit, on n'y croit pas, ce n'est pas ça le problème. On est dans une étude des mythes. Hein. Là, dans l'épopée de Gilgamesh, c'est très intéressant. On est dans pourtant, Mésopotamie et le monde qui était celui de l'actuelle Syrie, Israël, Palestine, Liban, etc. On est très proches, mais on est dans des aires culturelles en fait très, très différentes les unes des autres. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut s'en sortir coûte que coûte. Et que ce qui compte, c'est une parole rusée. Ça vous rappelle rien, la parole rusée? Qui est-ce qui a une parole rusée dans l'Antiquité? C'est évidemment Ulysse.
Ulysse aux 1000 tours. On a un autre déluge avec Deucalion dans l'Antiquité grecque, d'accord, qui est un mythe magnifique sur lequel je n'ai pas le temps de m'attarder aujourd'hui. Et celui qui va être trickster, le trickster, celui qui joue des tours, celui qui a 1000 ruses, c'est Ulysse. Et paradoxalement, moi, je pense que Utanapishti, il est beaucoup plus proche du monde grec que du monde hébraïque, en réalité. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Excusez-moi. Et voilà comment ça va se terminer. Je regardais alentour, le silence régnait. Le silence, c'en est fini avec la parole. Tous les hommes avaient été retransformés en argile et la plaine liquide semblait un toit terrasse. Alors, c'est magnifique parce que, vous voyez, les humains ont été créés par des dieux potiers avec cette chair argileuse qu'on va retrouver, évidemment, dans la Bible avec Adam. Adam, le premier humain, dont je rappelle qu'il est androgyne, hein, dans la première Genèse, il est créé mâle et femelle. C'est très important. Il a le masculin et le féminin à l'intérieur de lui. Et cet Adam, il va être créé avec une terre qui s'appelle Adama en hébreu. Il aura du sang en lui, ça se dit dam en hébreu. Ce sang sera rouge et la terre avec laquelle il est créé, c'est de l'argile rouge, c'est Édom en hébreu. Et il sera à la semblance de celui qui l'a créé, et c'est la démoute. Donc, vous voyez, c'est tout à fait fascinant ici de voir les dimensions mythiques de l'argile. Le dieu potier qui crée l'homme sumérien, akkadien, etc., c'est quelqu'un donc qui fabrique l'humain à partir de l'argile. Et j'ai dit aussi que qu'est-ce que va faire l'humain ensuite? Il va fabriquer des tablettes d'argile pour écrire l'histoire de celui qu'il a créé avec de l'argile, qui lui a envoyé un déluge sur lui pour le retransformer à la fin en argile. Alors, je vais terminer. Oui, il faut que j'avance un petit peu. Je me dirige doucement vers ma conclusion. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la boucle discursive que j'ai mise en route tout à l'heure. Sur une mise en parole de la parole, une mise en abîme, pardon, de la parole, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nous aujourd'hui devant notre écran d'ordinateur. Voilà. Il me semble donc que la parole est mise en abîme, mais l'écoute aussi. Donc moi, toute petite Anne Simon, je vous énonce à vous, nombreux participants à ce séminaire, ce que Utanapishti a entendu et qu'il répète ensuite à Gilgamesh dans des paroles en boucle qui sont gravées pour la première fois en continu au XIIe siècle avant l'ère commune. Et vous savez que la nomination, elle est fondamentale, avoir un nom. Eh bien, figurez-vous que le scribe qui a couché par écrit en cunéiforme sur une tablette vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, cet homme, il a un nom. Il s'appelle Shinlekwe Unini. Shinlekwe Unini rassemble tous les épisodes qui constituaient des récits autonomes sur une tablette d'argile, dont j'ai rappelé qu'elle fait la chair des humains. Et cette tablette, qui est la 11e du cycle de Gilgamesh, la voici devant vos yeux, un passeur, un jeune chercheur autodidacte qui s'appelait George Smith au 19e siècle, en 1872. Cet homme, il travaille au British Museum et un jour, il tombe sur cette tablette et il la déchiffre. Et George Smith nous apprend en 1872 qu'il y avait un déluge avant le déluge biblique. Ça a fait un ramdam pas possible. Inutile de vous dire que toute l'Angleterre et l'Europe ont été ébranlées.
Et ce qui m'émeut beaucoup, c'est ce jeune homme extraordinaire. Ensuite, il va en Mésopotamie, financé par le Daily Telegraph, dans mon souvenir. Il va en Mésopotamie pour retrouver la suite de la tablette. Il va trouver une autre tablette, un autre fragment. Donc, c'est incroyable, quoi. Et malheureusement, il va mourir du choléra à Alep 4 ans plus tard. C'est important pour moi de vous parler d'Alep. Je vais vous dire pourquoi dans 2 minutes. Donc, vous voyez, ce déchiffrement qui a été fait par ce jeune George Smith est ensuite traduit en français par Jean Bottero. Et moi, j'ai lu le texte traduit par Jean Bottero. Nous y voici aujourd'hui. Je vous parle d'une arche plurimillénaire qui a bien des choses à nous dire pour comprendre notre monde, sans ces anachronismes dont je me méfie comme la peste et comme le choléra, les anachronismes qui tuent le temps. Je crois vraiment qu'il faut qu'on revienne aux arches, qu'on fasse un retour à l'animalité et à l'arche, en gardant toujours à l'esprit que c'est une forme qui flotte tout au long des siècles, mais à chaque fois, elle a un sens différent. Et je crois beaucoup à l'histoire des idées, à l'histoire des techniques, à l'histoire des sciences. Et je pense qu'il faut revenir vers nos ancêtres en ayant l'idée qu'ils étaient à la fois comme nous et évidemment extrêmement différents de nous dans tout ce que Michel Foucault appelait leurs épistémés. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que j'ai fait des recherches, de très nombreuses recherches sur l'arche mésopotamienne. Et puis, du coup, j'ai tapé sur Internet, comme on dit, j'adore dire ça, taper sur Internet, Alep et Ninive, puisque cette tablette que vous voyez devant vos yeux, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit truc qui est gênant là. Cette tablette de Gilgamesh, elle a été trouvée à Ninive, qui est un lieu très particulier aujourd'hui. Eh bien, quand on tape Alep ou Ninive, on tombe sur Syrie, la carte des combats. L'humanité n'a pas cessé de faire du bruit, puisque c'est de cela que les dieux suméro-acadiens accusent les humains et décident de déclencher le déluge. Et ce bruit, aujourd'hui, c'est celui des guerres sur lesquels sont placés tous les sites sur lesquels on pourrait retrouver encore des tablettes. Je rappelle que Ninive a été passée au bulldozer par Daesh et l'État islamique, que de nombreux sites actuels de l'Irak, de la Syrie, ont été bardés d'explosifs, là aussi, par Daesh pour les faire exploser. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je ne vais pas vous parler de l'arche de Noé. Vous ne saurez pas à quel moment le mot arche revient dans la Bible. Ce sera un autre récit, une autre histoire, mais je voulais juste vous expliquer que humains, animaux et mémoire ont partie liée et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est sans doute un nouveau déluge et qu'on a donc besoin d'arches. Merci. Alors, merci beaucoup Anne, c'était surprenant, c'était impressionnant comme d'habitude, mais là, je vous avoue que vous avez réussi effectivement à nous faire quitter le présentisme de notre époque, comme vous l'avez dit, et c'était passionnant. J'imagine qu'il y a des questions, des commentaires. Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir ici dans la salle? S'il y a des commentaires, des questions. Et à la maison? Je veux bien. Eric, alors oui. Voilà, merci Anne. Ça, voilà, effectivement, ça nous a transportés et ouvert des horizons lointains et même ancestraux. Alors, je voulais juste savoir, en t'entendant, j'ai eu bon, tu as fait une histoire de l'arche qui est une histoire de la mémoire et de l'importance de cette chose commune qu'il faut continuer à transporter.
Et du coup, pour le dire un peu grossièrement, tu as laissé de côté l'autre partie du mythe, c'est-à-dire le déluge, Dieu qui punit l'humanité pour tout recommencer à zéro. Et c'est parce que si on fait les parallèles avec aujourd'hui, là je ne peux pas m'en empêcher, quelquefois j'ai l'impression que peut-être qu'il faudrait détruire l'humanité pour sauver la planète, hein, pour le dire vraiment simplement. Et donc, j'ai entendu plusieurs fois, tu as dit que dans la Bible, il n'y a pas de renoncement, pas de destruction. Et il m'a semblé que tu voulais comme occulter cette partie dangereuse. Mais peut-être, voilà, c'est juste une impression. Voilà, je te laisse donc répondre à ça. Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Je vais revenir d'abord sur la dernière partie. Non, je n'ai pas du tout dit qu'il n'y avait pas de destruction et, et que le passage biblique était positif. Il est extrêmement complexe. Je suis désolée de ne pas avoir eu le temps de l'aborder, mais je vais le faire dans un autre colloque prochainement à l'UNESCO. Pardon ? Je vais le faire bientôt, donc je vais juste vous faire un résumé là pour l'instant. Quand on étudie le passage de l'épisode de Noé, en tout cas d'un point de vue hébraïque, dans la Torah, c'est important parce que vous savez, dans le judaïsme, on ne peut pas étudier un passage de la Bible sans le rapporter aux interprétations qui sont faites ensuite par les herméneutes, par ceux qui l'interprètent dans la Torah, dans le Talmud. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne uniquement le passage de la Bible, on n'a pas du tout ce qui, moi, me fascine, la palissade de roseaux, etc. Dieu s'adresse de façon très sobre et très directe à Noé, en lui disant voilà, je vais lancer un déluge, le terme de toute chair est arrivé à son terme, et puis il faut que tu construises une arche. Cette génération du déluge, dans la Bible, elle est présentée comme corruptrice, corrompante, corrompue, etc. Et les commentateurs, Eric, sont extrêmement sévères, je trouve même parfois trop sévères avec Noé, qui est présenté comme un peu juste. Pourtant, il est dit que c'est un sadique, que c'est un juste, qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu dans la Bible, etc. Donc, dans la Bible, je dirais, il est sauvé en quelque sorte, Noé. Tu vois, c'est celui qui n'est pas corrompu, qui embarque avec sa famille, qui sauve tous les animaux. En sortant de la Bible, en sortant de l'arche, il fait un autel, des sacrifices, etc. Puis ensuite, il y a ce passage de l'ivresse aussi, tu vois. Là, il devient moins bien. Mais si tu veux, je dirais que pour ce qui concerne l'arche, il s'en sort pas mal. Par contre, dans les commentaires, il est hyper critiqué. Comme celui qui, contrairement à Moïse et à Abraham, n'a pas marchandé, n'a pas négocié. Quand Dieu veut éradiquer les gens au moment du veau d'or, de l'adoration du veau d'or, quand il veut éradiquer Sodome et Gomorrhe, quand après Abraham et Moïse, tu vois, négocient pied à pied pour qu'ils ne le fassent pas. Contrairement à Jonas, d'ailleurs. Jonas, tu te rappelles, avec Ninive, enfin, je pourrais en parler des heures. À mon avis, l'épisode de Jonas dans la baleine, puis plus tard, de la destruction programmée de Ninive, qui finalement n'est pas détruite, hein, c'est un déluge qui n'a pas lieu, contrairement à Sodome et Gomorrhe et à Babel et à la génération du déluge. Donc, tu vois, c'est des passages qu'il faut prendre les uns avec les autres. Mais non, Noé est extrêmement critiqué comme celui qui n'a pensé qu'à lui-même, en quelque sorte. Voilà. Je trouve que c'est un peu facile. Voilà. Et si tu veux, alors, il est critiqué, mais il y a aussi, et là, je vais arrêter là pour prendre d'autres questions, dans le Talmud, il y a aussi des passages extraordinaires, parce que ça dure 1 an et 10 jours au moins, tu vois. Et donc, là où il n'est pas critiqué, c'est ce qu'il fait dans l'arche. Il est critiqué pour ne pas avoir embarqué tout le monde, mais par contre, dans le Talmud, on nous dit que pendant 1 an et demi, pendant toute cette période, ils n'ont pas dormi ni jour ni nuit.
toute la famille pour nourrir les animaux, pour entretenir l'arche, etc. Enfin bon, c'est très beau, c'est même mignon, je dirais. On a un côté voilà, du gars qui doit s'occuper de sa réserve. Donc, c'est Merci, complet. Anne. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? En attendant la question, je veux juste reprendre un tout petit peu sur le deuxième point de la question d'Éric. Il faut prendre garde avec toi cette idée de… Moi, je pense comme toi qu'il y a une sorte de ce que j'appelle l'endémie humaine. Voilà, on est un nombre incalculable sur Terre. Maintenant, on sait très bien aussi que cette humanité, elle n'est pas responsable de façon égale de ce qui arrive sur Terre. Et c'est pour ça que dans cette scène du Seine dont je parlais tout à l'heure, on sait très bien que la question de l'anthropocène, elle est aujourd'hui complètement critiquée parce que voilà, ceux qui polluent, c'est aussi ceux qui en profitent le plus. Et ce sont ceux qui sont le moins… c'est ceux qui vont embarquer, quoi. C'est ça qui est horrible. Et donc, il faut savoir quelle arche on a envie de fabriquer et pour qui, peut-être. Voilà. Donc, tu marchandes un peu avec Dieu, c'est pas moi, hein, mais tu marchandes pour en sauver quelques-uns. Ouais, je marchande avec Éric Leclerc. Donc, tu vas pouvoir t'amuser sur la table rase, peut-être sur la deuxième partie de ta conférence, si tu poursuis sur ce sujet, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Et si tu veux, là, je n'ai pas parlé de littérature, enfin, j'ai parlé évidemment de mythes, etc. Mais je suis à l'affût et je le demande solennellement à toutes et tous. Envoyez-moi tous les poèmes, textes, pièces de théâtre, romans, etc., qui vous passent par la tête, tous les titres qui traitent de cette question du déluge et de l'arche. On a Marmoud ou La montée des eaux de Antoine Vauters en 2001. On a Rivière de la nuit de Xavier Boissel. On a L'Arche de Noé de Superbiel. J'ai plein de récits, évidemment, et de poèmes sur lesquels je travaille pour mon livre sur l'arche, puisque mon objectif, c'est évidemment d'arriver à la littérature contemporaine qui parle de cette question. Eh ben, on a hâte de pouvoir lire votre livre, Anne. Ça va être passionnant. Cette communication était vraiment inspiratrice, très passionnante. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, questions? Non, tout le monde est soufflé, tout le monde est en train de réfléchir, d'absorber toutes les informations. Anne, je voudrais juste, vu que personne ne veut parler, intervenir, juste ramenant ce concept d'arche au rapport entre humanité et animalité. Quel est le rapport entre l'homme et l'humain à l'intérieur de l'arche originale, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quel serait ce rapport à l'intérieur de l'arche contemporaine si on en ferait une? Qui entrerait dans l'arche et quel serait le rapport? Est-ce qu'il y aurait des animaux et quel serait le rapport? Serait-il le même que des centaines d'années, millénaires à l'arrière? Par certains côtés, oui. Moi, ce qui m'intéresse alors là, la question que tu poses, c'est la question de la responsabilité de la veille. Je n'ai pas commencé sur Proust par hasard, hein, quand je disais que c'était un veilleur de la nuit, une sorte de gardien. Alors, on peut critiquer cette notion, mais moi, je pense que, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, on est 8 milliards par là. Il faut que les humains, en tout cas ceux qui ne sont pas uniquement dans le souci de la survie et de la subsistance, on soit un peu des veilleurs, des veilleuses de cette planète, parce que l'arche, c'est aussi la planète qui est en train de… Voilà, donc qui pourra plus atterrir. La différence entre l'arche de Noé et l'arche d'aujourd'hui, c'est que l'arche de Noé a pu atterrir sur le mont Ararat, mais pas notre planète, elle va atterrir nulle part, même si elle s'en fiche un peu, je dirais, d'une certaine manière, hein, elle survivra. Donc, si tu veux, il y a d'une part veiller, et cette veille, je crois que pour ce qui est des chercheurs et des chercheuses, ce qui est important, c'est ce qui nous incombe, c'est notre rapport à la parole, aux mots, à la mémoire, au temps. Et je pense qu'on a une responsabilité qui est que pour moi, l'arche, c'est une arche de langage, hein, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la conclusion d'une bête entre les lignes.
Je crois réellement que tous nos récits, et pas seulement les récits engagés, un peu mièvres, un peu bien pensants sur les récits estampillés écologie, d'accord, qui sont souvent, qui sont pas toujours les meilleurs. Parfois, il y en a d'excellents, comme dans toute littérature engagée. Et parfois, il y en a qui sont juste, qui essayent juste de cocher les cases bien pensantes de l'écologie actuelle. Et j'avoue que je ne souffre pas ces livres-là parce qu'ils surfent sur la vague du déluge et c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Bien sûr, il y a de très, très grandes réussites et les grandes réussites, ce sont aussi celles qui font bouger les gens. Donc, je crois que l'arche, c'est une arche de langage, qu'on est responsable et que si on peut avoir une parole à la fois mémorielle, hein, qui prend en compte le temps, et une parole performative qui mène les gens à avoir un imaginaire du futur qui leur donne envie d'agir dans le présent, et ben ça me semble important. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Et je rappelle, excuse-moi, ça j'en parlerai à l'UNESCO, mais je rappelle qu'il y avait 15 000 langues à l'époque de La Fontaine. Alors, à mon avis, il y en avait beaucoup plus, hein, avec tous les patois, dialectes, etc. Mais en tout cas, répertoriés, il y en avait 15 000, il y en a 6 000 aujourd'hui. Et de par le monde, il y a 6 000 langues, il y en a la moitié, 3 000, qui sont en voie de disparition ou en train de disparaître. Donc, ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train d'éradiquer les autres espèces, de très nombreuses autres espèces vivantes, on est en train aussi d'éradiquer des gens qui maintenaient vivants des langues. Et ces langues, elles portent, ce sont des arches elles-mêmes. On le sait très bien, une langue, c'est une cosmogonie. Toute langue dit un monde global qui est son monde à elle. Et quand une langue disparaît, ce sont des rapports aux autres humains qui disparaissent aussi. Et donc, c'est pour ça que je relie toujours ce qu'on fait aux vivants à ce qu'on fait à la vie des langues. Merci, Anne. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il n'y a plus de commentaires. Moi, je vous remercie pour vos petits commentaires là sur la droite de mon écran. C'était passionnant, oui. Bon. Je vous remercie. Je regrette de ne pas être parmi vous on aurait pu déjeuner ensemble et voilà, ça aurait été formidable. Anne, et on a préparé un petit goûter là. Il doit être content de le préparer. Ce serait vraiment un plaisir. Ça aurait été un plaisir de vous avoir ici avec nous. Ça sera pour une prochaine fois. On va en profiter du goûter pour vous. Tous ceux qui sont à la maison, on va arrêter un petit peu. On va boire un café. Et on regrette que vous ne soyez pas là. On a fait un goûter pour tout le monde, donc pour les 30 personnes, on va devoir nous y mettre. Vous allez pouvoir aussi. Anne, Merci Marcia pour l'organisation. À très bientôt à toutes et tous. Et puis Eric, on reste aussi en contact. Voilà. je vous remercie beaucoup, Anne. Merci de tout cœur et à une prochaine fois. Espérons dans de meilleures conditions, bien sûr. D'accord. Au revoir. Au revoir, Anne. Au revoir. Tous les autres qui sont ici présents, on va s'arrêter un petit peu. On va faire une pause qui est prévue dans le programme. Alors, nous reprendrons il est là en ce moment, il est 11h10. On reprend 11h30 avec Mendel, Diomande et Mopo. D'accord? On va faire une petite pause de 20 minutes. D'accord? Et on vous retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup por votre présence. Português, estava a dizer que agora vamos fazer um pequeno intervalo de 20 minutos e depois retomamos a sessão às 11h30 com o Mendel da Universidade de Toronto, Diomande e o Mumbo, portanto, de Côte d'Ivoire et donc on reviendra bientôt, d'accord? Pronto, então até já, até breve. Então, agora. De rien.